Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de musique avec Milena Moutafian. Bonjour. Bonjour. C'est une jeune artiste qui fait sa rentrée sur la scène grenobloise dans quelques jours. On va parler également du concept de rando-bière. Bonjour Guillaume. Bonjour. Un concept que vous avez explicité dans ce livre que j'ai ici, Rando-bière dans les Alpes du Nord. Vous nous expliquerez si le mariage est heureux ou malheureux entre la... En tout cas, il est consommé. Il est consommé, bah c'est le plus important. Et pour démarrer cette émission, on va parler de spectacle de rue avec Fabien Giverno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le programmateur de l'association Mixart qui organise du 14 au 18 septembre le festival Merci Bonsoir, en partenariat avec le Prunier Sauvage, qui est une petite salle de spectacle qui se trouve en bordure du quartier Mistral à Grenoble. Merci Bonsoir, c'est une formule d'artiste. Exactement, ouais. C'était volontairement, on a choisi ce nom parce que déjà ça nous a fait rire. Et puis c'est un nom qui marque quand même, on s'en rappelle. Du coup, voilà, on a trouvé ce nom-là et puis on s'est dit, ouais, faut le garder, quoi. Alors c'est la 6e édition, je dirais même la 6e édition bis. Étonnant comme appellation. Oui, l'année dernière, on sait qu'il n'y a pas eu grand-chose culturellement. Même cette année, c'est compliqué aussi. Et c'est vrai qu'on a fait une toute petite soirée. On a voulu marquer le coup quand même l'été dernier, en lien avec le Prunier Sauvage aussi, de faire une petite soirée art de rue, musique dans le parc. Voilà, donc c'était un peu une mini-édition, on va dire. Donc du coup, on dit que celle-ci, c'est la 6e bis, quoi. Mais c'est la vraie, on va dire, 6e édition. Qu'est-ce que vous allez proposer sur cette semaine de spectacle ? Là, c'est vraiment 5 jours pluridisciplinaires avec de la musique, du cirque, du clown, de la danse, du théâtre de rue. Il y a des animations diverses et variées. C'est vraiment tout un village, quoi, pendant 5 jours au sein du Parc des Arts, Parc Bachelard. Donc voilà, il y a plein de choses, quoi. Une grosse programmation en termes de spectacles, hein. Il y en a entre 10 et 15 par jour. Tout à fait, oui. Là, c'est vrai qu'en plus, on a un peu changé la formule par rapport aux autres années où tous les soirs, c'est des concerts les autres années. Là, avec les restrictions sanitaires, on avait un peu anticipé certaines restrictions. On ne savait pas encore lesquelles, c'était il y a quelques mois. Du coup, on avait décidé d'annuler les concerts et puis en tout cas, la grosse scène qu'il y avait, qui réunissait plusieurs milliers de personnes, pour la remplacer par plusieurs spectacles, pour essayer de diviser aussi un peu les gens, pour éviter les gros rassemblements. Et de se retrouver contraint de fermer le site où on ne savait pas trop quoi encore à l'époque. Mais du coup, voilà, on a fait ce choix-là. Donc c'est vrai qu'il y a plus de spectacles que les autres années et moins de musique. Ce qu'on voyait sur les images de la présentation ressemblait bien au spectacle de rue comme on l'imagine, sauf la dernière image, un orchestre de musique classique, justement. Oui. Du coup, c'est vrai qu'il y a quelques projets qui sont un peu, on va dire, différents des festivals d'art de rue habituels. Et donc là, on a créé, avec l'Orchestre des Campus, qui sont une quarantaine de musiciens, c'est un orchestre symphonique, et une compagnie grenobloise de cirque, qui font de la pyrotechnie notamment, et de la jongle enflammée. Et du coup, on a créé un spectacle pour le festival qui mélangera pyrotechnie, cirque et musique classique. On va découvrir pendant ces 4 jours, ça va se passer, vous disiez Parc Bachelard, qu'on appelle aussi les Champs-Élysées grenoblois. Ouais, voilà, il a plusieurs noms ce parc, nous qu'on appelle aussi maintenant Parc des Arts, parce qu'il y a tout un projet en lien avec le Prunier Sauvage, justement, qui porte un projet où l'idée c'est de fédérer un peu les acteurs des arts de la rue, parce que ça manque cruellement à Grenoble, les arts du cirque, les arts de la rue, il n'y a pas vraiment de lieu, il n'y a pas vraiment d'espace pour se rencontrer, pour créer et tout ça, donc du coup c'est un peu le projet. Et il y a beaucoup de compagnies localement qui sont sur ce créneau ? Oui, il y en a de plus en plus en tout cas, ouais. C'est vrai que depuis qu'on fait le festival, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'artistes qui s'intéressent aussi à ça. Il y a de plus en plus d'artistes notamment de théâtre qui étaient dans le théâtre classique, on va dire, et du coup qui ont envie de jouer dans l'espace public maintenant. Donc il y a de plus en plus de créations qui se font dans l'espace public, ouais. Donc c'est vrai que, en tout cas, Merci Bonsoir, c'est aussi un festival qui donne envie à des artistes, à des gens, et ça suscite quoi en fait.
vocations. Donc du coup, automatiquement, il y a de plus en plus de monde aussi, parce qu'il y a d'autres structures qui font pas mal d'art de rue aussi, avec le Prunier Sauvage, la Bobine et d'autres. Du coup, voilà, ça se développe. Et pour le public, c'est l'occasion de découvrir en une journée différents types de spectacles. On a un petit aperçu là sur la suite de ces images avec un prix libre pour tous ces spectacles. Ouais, tous les spectacles sont au chapeau. Du coup, l'entrée du festival est gratuite. Et puis, tous les spectacles sont au chapeau, donc dans la tradition des arts de la rue. Donc, nous, on finance, enfin, tous les artistes qui viennent jouer sont payés. Le chapeau, il est pour vous, alors. Et le chapeau, voilà, il est pour l'organisation. Donc, du coup, voilà, on essaye de sensibiliser aussi le public à ça, parce que des fois, on retrouve des spectacles qui peuvent se retrouver dans des scènes conventionnées, on va dire, de théâtre classique à 20 € l'entrée. Là, c'est au chapeau. Donc, du coup, c'est vrai que on essaie de sensibiliser aussi à ça, à ce que ça peut coûter de faire un tel événement, de faire venir des artistes. Mais on n'a pas envie de le restreindre à un certain type de population aussi. Donc, du coup là, on est dans un parc, dans un quartier populaire. C'est un festival qui est très mixte en termes de public. Ça nous plaît de garder cette mixité-là aussi, même si financièrement, c'est compliqué, quoi. Parc Bachelard en extérieur, donc ça veut dire que les gens peuvent venir sans masque et sans passe sanitaire. Comment ça va se passer? Alors, le passe sanitaire ne sera pas demandé, à part pour rentrer dans le sauna. Voilà, il y a un sauna. Il y a un sauna, il y a pas mal de choses. Un vrai sauna. Un vrai sauna, tout à fait. Et voilà, mais sinon, tous les spectacles et ça sera sans passe sanitaire. Par contre, il y a masque obligatoire. Dans le sauna aussi? Non, dans le sauna, non. Mais en tout cas, devant les spectacles, oui, ça sera masque obligatoire. Mais sur le site, pas obligé. Enfin voilà, on est dans un parc public, on va pas aller contrôler les gens qui se baladent, savoir s'ils ont un masque, quoi. Donc sans passe avec masque dans le parc et sans masque mais avec le passe dans le sauna. Ouais, c'est voilà. ça. Milena, vous êtes déjà descendue dans la rue pour jouer comme ça de la musique, dans la tradition de ce que fait Merci Bonsoir? Non, j'ai jamais vraiment tenté. Par contre, ce que j'aime bien aimé faire, c'était vraiment des jams, avec d'autres musiciens, mais j'ai jamais tenté dans la rue encore. Bon, avec le chapeau, ça peut peut-être rapporter gros. Pourquoi pas. Certains qui font des belles recettes. En tout cas, il y a un rapport avec le public très différent. Vous disiez qu'il y a des compagnies qui jouent aussi leurs spectacles dans des salles traditionnelles, mais c'est pas la même chose, hein, souvent. C'est pas la même chose, surtout que dans une salle, généralement tu payes ton entrée, tu rentres et puis tu ressors pas forcément. Là, c'est vrai que les gens, si ça leur plaît pas, ils peuvent partir. Il y a toutes les contraintes de l'espace public, donc c'est-à-dire qu'il y a du bruit extérieur, potentiellement. Voilà, il peut se passer plein de choses en fait. Donc c'est vrai que le rapport au public n'est pas le même, l'appréhension n'est pas la même. C'est un autre art, quoi. Merci, bonsoir. Il y a la programmation complète qui se trouve sur le site de l'association et du festival. Mixart ne fait pas qu'organiser Merci Bonsoir au mois de septembre. Vous faites des animations et beaucoup d'événements culturels tout au long de l'année. Et notamment, vous avez organisé en juin dernier à Grenoble, je vous vois sourire, vous savez de quoi je vais vous parler. Vous avez organisé le mois décolonial, qui est un événement qui a fait couler beaucoup d'encre dans la plupart des médias nationaux. Je vous propose de regarder un extrait parmi d'autres de l'émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC pour comprendre ce que l'on a reproché à cet événement grenoblois. Paul, c'est un festival qui scandalise beaucoup de politiques, un mois décolonial. Oui, un mois décolonial. 4 associations se sont réunies pour organiser ce festival qui aura lieu au mois de juin à Grenoble. Parmi les intervenants, pour l'instant, on trouve Rokhaya Diallo ou Taha Bouafs. Le tract a été publié cette semaine. On y voit des minarets sur le côté. Au programme, on trouve en vrac une formation sur la colonialité dans les milieux féministes, une conférence pour décoloniser le dance floor ou encore une table ronde sur le pouvoir des racisés. Sur l'événement Facebook, les organisateurs promettent de déconstruire l'imaginaire colonial, cet héritage du passé qui constitue le socle d'un racisme et d'une violence encore trop prégnante dans notre société. Alors un événement qui à l'origine devait juste être un moment militant local, mais qui s'est transformé en un fait politique national. Gérard Larcher, président du Sénat, deuxième personnage de l'État, a même pris position ce matin. Quand je regarde le titre, c'est le contraire du vivre ensemble qui est proposé. Moi, je suis pour l'universalisme républicain. Et à ceux qui disent qu'il y a un racisme d'État, je leur dis non. Voilà, il vous a répondu Gérard Larcher. Vous attendiez à des réactions au plus haut niveau de l'État? Non, pas vraiment, le président du Sénat, non. On savait que voilà, ça allait médiatiquement, en tout cas localement, on savait que ça allait faire du bruit. Il y a des politiques qui sont servis de ça. Après, je pense que c'est... C'était un peu le but aussi? En tout cas, c'était le but de se réapproprier ces thèmes-là et d'en parler avec nous, avec les personnes qu'on a envie d'en parler, avec les personnes concernées, et pas avec des gens d'un certain type de profil qu'on voit tout le temps dans les médias, qui sont toujours les mêmes.
Donc voilà, après, voilà, le reportage de quotidien, il est assez symptomatique aussi, c'est-à-dire qu'ils sont venus 2 heures à Grenoble pour discuter avec nous. Ils ont passé 30 secondes de la discussion et puis ils ont passé 1 minute 30 de Gérard Larcher et puis d'autres réactions. Et puis voilà, il n'y a quasiment aucun média. Ils ont tous fait des articles, mais personne ne nous a appelés ou nous a contactés. Enfin, personne. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare, très rare. Donc voilà, ça parle encore d'un événement, ça parle de personnes sans les personnes concernées, sans les organisateurs. C'est quand même voilà. Et puis c'est vrai qu'on voit que y a Éric Zemmour à la télé tous les jours et ça fait pas couler d'encre. Il est condamné pour appel à haine, enfin voilà, pour racisme, pour haine et tout ça, et que du coup, on fait un événement antiraciste et ça fait couler de l'encre, c'est quand même inquiétant. Surtout que c'était un événement d'éducation populaire, culturelle, avec des spectacles, des formations, il y avait tout un tas de choses. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, donc du coup, on remercie aussi les médias pour ça, parce qu'il y a des gens qui sont venus. Ah ça l'a fait connaître partout, hein. Exactement. Même Gérard Larcher, qui j'imagine ne l'aurait pas connu autrement. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu des gens de toute la France qui sont venus. Maintenant, on est contacté par déjà toute la France aussi, et de Belgique et d'ailleurs, pour organiser d'autres événements similaires ailleurs. Voilà, on a eu beaucoup de soutien aussi, parce que c'était un des seuls événements sous cette thématique-là, de cette ampleur, on va dire, parce qu'après, la mairie de Nantes, par exemple, cet été, a organisé un événement un peu similaire qui durait 1 semaine. On n'est pas dans une ville révolutionnaire, et pourtant, ça n'a pas fait couler d'encre. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi celui-là a fait couler plus d'encre que d'autres. Et voilà, ils se sont servis aussi de la campagne présidentielle d'Éric Piolle pour taper sur lui et raconter surtout n'importe quoi, parce que la ville, c'est pas elle qui organisait l'événement, c'était des associations. Donc voilà, après c'est de la politique, on s'est retrouvé dans un jeu politique qu'on maîtrise pas et qu'on n'a pas envie de maîtriser surtout. Bon, ça a marché un petit peu quand même pour la ville, puisqu'elle était partenaire de l'événement, comme elle s'associe à beaucoup d'événements culturels sur la commune, sauf qu'après le buzz médiatique, elle a retiré son partenariat, elle a un peu rétropédalé sur le soutien qu'elle apportait à votre événement. J'imagine que le partenariat, vous ne l'aviez pas forcé ni volé non, pas vraiment. Non. Et puis bon, ils étaient au courant depuis le début de ce qui allait se passer. Après, ils ont quand même laissé les salles à disposition gratuites et tout, mais c'est vrai que ça a été une surprise pour nous de voir que face à la droite et l'extrême droite, la ville, au lieu de soutenir un événement citoyen antiraciste, elle a préféré rétropédaler. C'était quand même assez problématique. Voilà. Mais bon, après, ils ont refait des tweets pour dire que finalement, ils soutenaient le projet et qu'ils étaient contents que ça se passe dans cette ville-là. Voilà, ça nous a dépassé. Il y aura une deuxième édition ou vous êtes vacciné de cette première qui a Non, c'est vrai que ça a été dur à encaisser parce qu'on n'est pas habitué à faire des buzz médiatiques, on n'est pas habitué à recevoir des injures, des menaces. C'est quand même bizarre. Voilà, mais après, justement, là, il y a une deuxième édition et il y a encore plus de structures. Enfin, voilà, il y a une dizaine de structures qui nous ont contactés, grenobloises, qui veulent participer à l'organisation de l'événement aussi, que ce soit des structures culturelles, militantes, politiques ou autres. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien. Les gens qui étaient présents, c'était complet quasiment tous les soirs, avec des publics très mixtes. Enfin voilà, du coup, c'est vrai que c'était une réussite et ça nous a donné de la force au final. Et on était 4 structures où on se connaissait pas forcément, voire pas du tout. Et ça a créé aussi du lien, qui était chouette, avec des gens qui venaient de milieux très différents. Donc non, au contraire, ça nous a donné encore plus de motivation à continuer. Et surtout qu'on sait que c'est les présidentielles l'année prochaine, que les thématiques abordées vont pas être très passionnantes. Donc nous, en tant que citoyens et structures culturelles, on a envie aussi d'aborder nos thématiques. En fait, les gens, ils ont besoin de parler de certaines choses en fait, qui ne sont très peu abordées médiatiquement, ou en tout cas pas sous l'angle dans lequel on aimerait. Donc voilà, et puis on va le rendre populaire et culturel, cet événement, encore plus. Et puis il y aura Gérard Larcher, j'imagine, pour la deuxième édition. Et on les invite, en tout cas, on a invité tous les politiques qui nous ont, ou les journalistes qui nous étaient un peu rentrés dedans, on les a tous invités, on les a jamais vus. C'est dommage parce qu'on était ouvert au débat et à la discussion. On a trouvé ça intéressant. Bon, voilà, en tout cas pour cette mise au point sur un événement qui avait un peu tendu les relations entre certains protagonistes ici sur l'agglomération grenobloise. Il paraît que la musique adoucit les mœurs. On va vérifier ça tout de suite. Les pépites, c'est notre rubrique consacrée aux jeunes talents isérois. Il y a quelques jours, on recevait Johan, qui a 17 ans et qui est une sorte de géo-trouve-tout, lui plutôt porté sur ce qui se passe dans l'espace au niveau des sciences. Là, on a le plaisir d'accueillir Milena, 20 ans ou 21 ans ? 21. Ah, ça y est, la barre est passée. Bon, ça va, vous restez encore une jeune pépite. À 21 ans, originaire de Fontaine, et vous avez commencé la musique très jeune. Assez jeune, vers 9 ans. 9 ans directement par le conservatoire, et puis après ça s'est enchaîné. J'ai commencé à passer vraiment beaucoup de temps à en faire.
ça m'a vraiment tout de suite passionnée. Et puis ensuite, j'ai voulu que ça devienne un petit peu plus sérieux. Donc aujourd'hui, je me lance vraiment à fond là-dedans. Ouais. Alors, comme la plupart des jeunes artistes aujourd'hui, vous avez tenté votre chance dans des concours divers et variés, et notamment la célèbre émission de TF1 The Voice. C'était en 2018, donc si mes calculs sont bons, vous aviez 17, 18 ans. C'est ça, 17 ans. 17 ans, vous n'étiez pas encore ouais. majeur, mais vous étiez déjà très à l'aise face aux caméras. On va regarder un petit extrait. Be careful what you love, be careful what you choose, 'cause the love become the truth. Oh, Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims I am the one, but the king is not my son. Fabien et Guillaume, vous avez reconnu le morceau original que reprend Milena à sa façon? Oui, alors dire le titre en anglais, je m'y avancerai pas. Billie Jean de Michael Jackson. Effectivement, alors c'est vrai que vous l'avez réorchestré complètement différemment de la version originale. Très belle interprétation. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de cette émission. Si, quand même? Oui, quand même. Bon, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, des jeunes artistes chantent devant un jury de stars. En l'occurrence, là, si j'ai bien vu, il y avait Zazie Obispo, Florent Pagny et Mika. Ils sont retournés dos à l'artiste, donc ils se font une opinion qu'à partir de la chanson, de la voix. C'est pas évident. Qu'ils peuvent entendre. C'est pas évident dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que vous savez combien de temps ils ont mis à se retourner? Parce que quand ils se retournent, c'est qu'ils apprécient. Combien de temps ils ont mis à se retourner sur la chanson de Milena à partir du moment où ils ont entendu sa voix? 30 secondes. 30 secondes. À peu près pareil. Ouais, 30 secondes. 30 secondes, ça aurait déjà été beau. Ouais. Des fois, ils mettent 2 minutes à se retourner, vraiment au bout. Ça doit être dur, hein, franchement. Bon, on va regarder ensemble la réponse. Vous comptez à partir du moment où Milena chante et au moment où vous voyez les premiers fauteuils se retourner. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind the tattoo you mean. Alors, il n'y a pas 5 secondes, il y en a 2 secondes, exactement. Même moins de 2 secondes pour se retourner. On a vu votre famille, voilà, Milena, qui était très... C'est une des stars aussi. qui était très contente, évidemment. Bon, il y a un truc, là, moins de 2 secondes pour faire retourner Zazie et Pascal Obispo comme ça, à l'aveugle. Bah, heureusement qu'ils sont retournés au début, en fait, parce que sinon, je pense que j'aurais pas réussi à terminer la chanson. Clairement, c'était vraiment très, très stressant. Et puis, en plus, là, c'était 2h du matin. Donc, on était très fatigués. On est arrivé à 8h. Enfin, vraiment, c'est des conditions qui sont vraiment pas faciles. Et on va dire que je suis assez contente de moi, même si la prestation, elle n'est pas parfaite. Bon, de ce que j'en ai vu, elle est pas mal. À 2h du matin, ils vous font chanter en plein milieu de la nuit. Ouais, en fait, on enchaîne vraiment. En fait, on fait des balances le matin et toute la journée, on y reste. Et toute la famille doit rester aussi. On n'a pas le droit de sortir. Et c'est vraiment très, très tard le soir. En tout cas, moi, c'était ça. Et c'est vraiment pas facile, ouais. Ouais, puis en plus, il faut chanter devant des gens qui vous tournent le dos. Bah, heureusement qu'il y a du public, du coup. Ouais, eux, ils sont face à vous. Ça a été une bonne expérience de passer dans une grosse machine comme celle de TF1? Ça a été une bonne expérience, mais il y a aussi des inconvénients à ce genre d'émission. C'est-à-dire qu'on est tout de suite catalogué un petit peu en tant qu'artiste de The Voice, et c'est vrai que ça nous suit un petit peu derrière. La preuve. Voilà, moi aujourd'hui j'essaie vraiment de faire mes chansons et de vraiment de me détacher un petit peu de tout ça, et pour pouvoir vraiment me concentrer sur ma musique avant tout. Pascal Obispo était votre coach dans la suite de l'émission. Ouais. Vous avez gardé les contacts avec lui? Bah, pas du tout, non, pas du tout. Vraiment... J'ai vraiment pas eu de nouvelles. Après, j'ai toujours des liens avec la production un petit peu, mais sinon, pas avec lui directement. Alors, The Voice, on l'a vu, c'est basé sur des reprises essentiellement. Là, c'était effectivement une reprise de Michael Jackson. Mais suite à ça, vous avez décidé d'aller un peu plus loin, de composer, de vous lancer vous-même dans l'écriture de textes et de musique. C'est ça. En fait, j'avais vraiment besoin de justement me relancer dans un nouveau défi, on va dire. Et et c'est vraiment différent en fait. Et je me suis vraiment découvert, je pense, quelque chose qui m'appartient en fait en écrivant, que juste de faire des reprises. Et ça m'a vraiment, je me sens beaucoup plus épanouie en faisant ça aujourd'hui qu'en faisant juste des concours et des reprises, clairement. Vous vous inspirez de quoi? Comment vous faites pour écrire une chanson? Je m'inspire de ce qui se passe dans ma journée, de ma famille, je sais pas, de tout en fait. Tout ce ça vient comme ça? Ouais, en fait, souvent les chansons qui viennent comme ça, c'est les mieux. Et quand on réfléchit trop, ça marche pas.
C'est quoi? C'est le texte avant la musique ou vous avez... C'est la musique après le texte. En tout D'accord. cas, pour moi, c'est ça. Et après, chacun a ses méthodes. Mais moi, j'écris vraiment, en fait, dans ma journée, des choses qui me passent. Et après, c'est vraiment, en fait, instinctif, on va dire. Et quand on réfléchit trop, ça marche jamais. Bon, on va pas réfléchir, on va écouter un extrait des compositions de Milena. La chanson s'appelle « Ne te retourne pas ». En vain, ton regard me fait savoir les peurs indécis cherchés au loin. Pense à toi avant à moi, tu te fais une place puis ça s'en va. Pense à toi avant à moi, tu te fais une place puis ça s'en va. J'aime ces chansons de toi, oui j'aime. Quand tu me dis tout bas, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Ne te retourne pas, c'est un beau clin d'œil pour quelqu'un qui a fait ce retour des Aziz et vrai. Pascal Obispo en moins de 2 secondes. J'avais même pas fait le lien. Ben voilà, moi je l'ai fait tout de suite. Votre univers, on l'a compris, c'est de la chanson plutôt intimiste. Hein. C'est ça, c'est de la chanson. Après, le concept, en tout cas, ce serait aussi de pouvoir défendre la langue arménienne. J'écris aussi dans ma langue natale et le but, c'est vraiment de mélanger un petit peu les deux langues et de faire des choses un petit peu intéressantes par rapport aux deux cultures. Et je pense que c'est la richesse de mon projet, en vrai, le fait d'écrire en arménien et de défendre ma langue natale. Ça se dit comment? Ne te retourne pas en arménien? Mifara. Très bien, je vous fais confiance. Fabien, vous qui avez un pied dans les arts de la rue et puis un pied dans la musique, qu'est-ce que vous pensez du début de carrière de Milena? Bah, nous, on a l'occasion de travailler un peu ensemble. Ah bah voilà. Du coup, là, je l'aide un peu pour l'accompagner pour son projet musical. Donc, c'est vrai que moi, je trouve qu'elle a du talent et tout ça. Donc, ça nous a aussi... ça nous a intéressé de bosser là-dessus, quoi. Après, c'est vrai que sur la chanson, on sait que c'est compliqué de se démarquer des autres chanteuses. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, effectivement, le fait qu'elle chante en arménienne, qu'elle compose elle-même, c'est quand même vraiment un plus, quoi. Donc, après, il faut lancer la dynamique, quoi. Mais c'est ça le plus dur. C'est surtout d'avoir quelqu'un qui nous aide. Et je sais que Fabien m'a beaucoup aidé à me lancer, à connaître un petit peu le réseau, on va dire, dans la région. Et justement, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu faire les vidéos, au début, pour lancer le projet. Donc voilà, grâce à Mixart, du coup. Il y a un album dans les tuyaux, en préparation? Pour l'instant, on n'en parle pas encore beaucoup, mais moi, j'aimerais vraiment pouvoir, en fait, un petit peu, on va dire, avoir quelque chose un petit peu plus ancré dans le marbre, on va dire. Mais pour l'instant, en fait, je développe vraiment mes chansons. Je travaille beaucoup le live et j'aimerais bien ensuite pouvoir avoir des choses un petit peu plus définies, on va dire. Alors, quand on a chanté devant des millions de téléspectateurs et puis des grandes stars de la chanson française, on n'a plus peur de monter sur scène? Ah, toujours, hein. Si. Ah si, toujours. Même les petites scènes, on a même plus peur que les grosses scènes. Ouais, c'est la proximité du public dont on parlait tout à l'heure. C'est encore plus difficile, je pense, qu'un gros festival où le public est dehors. C'est vraiment plus difficile dans une petite salle que dehors ou devant un grand public, quoi. Alors, votre prochaine épreuve, c'est dans quelques jours. Vous allez monter sur scène. Ça fait longtemps, puisque pendant des mois, les salles de spectacle ont été fermées. Vous serez le mercredi 22 septembre à l'Empérage, petite salle de concert grenoblois. Donc là, vous serez vraiment en prise. À proximité, ouais. Là, vraiment à proximité. On est super contents avec les musiciens de pouvoir jouer et ça va être vraiment trop bien. Ah, c'est un concert qui est organisé par Retour de scène, qui produit chaque année la cuvée grenobloise, compilation des artistes de la scène locale dont vous étiez sur l'édition 2021. C'est ça. Vous y êtes parti. Vous serez également le 7 octobre, toujours dans l'agglomération grenobloise, à Mélan, dans le cadre du Grenoble Jazz Festival. C'est ça. Avec le même tour de chant? Oui, on va essayer peut-être plus de mettre en avant justement les chansons en arménien et ce sera un set beaucoup plus long. Mais oui, ça va être les mêmes chansons. Bon, très bien. Je vois que vous êtes venu avec votre guitare. Laissez-la encore quelques instants, mais commencez à chauffer un peu les cordes. On ne va pas vous lâcher comme ça avant la fin de cette émission. Vous êtes plutôt bière ou rando, vous?
Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ah, Vraiment. je sais pas pourquoi, en posant la question, je me suis dit, ça doit être ça la réponse. Ni l'un ni l'autre. C'est la musique à convaincre. Bon, bah, voilà. c'est ça. Là, il va falloir la convaincre doublement. À la page, un livre et son auteur. L'auteur, il est là, Guillaume Gaguet. Le livre, il est là, Randonnée dans les Alpes du Nord, une belle balade et brasserie artisanale de qualité. Vous êtes informaticien à Grenoble, vous, Guillaume. Oui, tout à fait. Je suis auteur amateur, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme vous le dites, c'est pas mon métier. Mon domaine, mode d'écriture habituel, c'est plutôt la musique rock, hard rock, notamment des biographies sur le groupe Scorpion. Ah bah voilà. Voilà. C'est vous. Mais en fait, il s'avère que ça fait une douzaine d'années là que je suis dans la région. Et puis en fait, j'ai le même parcours que beaucoup de gens qui sont arrivés à Grenoble pour les études ou pour le travail, et puis qui sont restés, moi dans mon cas, en grande partie vraiment pour la montagne, par amour de la montagne. J'y passe l'essentiel de mes week-ends libres. Et puis il s'avère en fait que j'ai une excellente amie qui s'appelle Cécile Ronjat, qui est co-auteure du livre, qui est vraiment une collègue de sac à dos. Donc très régulièrement, on fait des randonnées ensemble. Et puis en fait, régulièrement aussi, à l'issue de ces randonnées, une fois que les mollets ont bien chauffé, on aime beaucoup déguster une bière locale et puis un produit du terroir, le fromage, etc. Parce qu'en fait, on s'est assez vite rendu compte que si on va en montagne, c'est pour voir de beaux paysages, découvrir la faune, la flore, aussi des fois se découvrir soi-même, ses limites physiques. Et puis aussi, surtout, une fois que les mollets ont chauffé, déguster une bonne bière. Ça fait partie de toute bonne sortie en montagne qui se respecte. D'où l'idée donc d'associer la bière et la randonnée. C'est ça, c'est-à-dire que sur le ton de la plaisanterie, en fait, on s'est dit qu'on était en mesure de proposer un guide des meilleures bières à emmener avec soi dans son sac à dos. Et puis finalement, en fait d'une plaisanterie, on a un petit peu concrétisé le projet. On a même démarché des éditeurs, dont l'éditeur Chemin des Crêtes, qui a tout de suite été enthousiaste aussi parce que c'est un éditeur qui propose déjà une collection d'ouvrages sur les randos gustatifs, donc rando vin, rando bière, rando fromage également. Et donc, ils nous ont permis vraiment de concrétiser ce projet qui, d'une plaisanterie, finalement, est devenu une belle aventure, puisque là, on est déjà quasiment à 2000 exemplaires vendus, donc on est très contents. Il y a beaucoup d'amateurs de bière ou de randonnée dans la région, peut-être des deux. Qu'est-ce qu'on y trouve alors dans ce livre ? Alors, notre point de départ, c'est les brasseries. En fait, on a sélectionné 40 brasseries qui sont situées sur les 3 départements Isère, Savoie, Haute-Savoie. Il y en a 13 en Isère. Et en fait, ces brasseries, elles ont 2 points communs. Le premier, c'est que ce sont des brasseries artisanales, donc c'est-à-dire que le travail du brasseur commence parfois dès la récolte du houblon, mais au minimum à l'élaboration des recettes de bière, et puis se termine au moment de la distribution et de la commercialisation de la bière. Et leur deuxième point commun, c'est que ce sont des brasseurs qui sont situés dans ou à proximité des massifs montagneux, puisqu'on voulait faire le lien avec la randonnée en montagne. On n'a volontairement pas sélectionné de randonnée en plaine. Et donc, voilà, en fait, pour chaque brasserie, Cécile, qui s'est occupée de la partie bière, a interviewé longuement les brasseurs, a établi des fiches descriptives, notamment pour présenter un petit peu la démarche des brasseurs, une partie de leur gamme, et puis sélectionner une bière à emmener avec soi dans son sac à dos. Et puis le deuxième volet, donc, c'est qu'on a associé à chacune de ces brasseries une randonnée dont le lieu de départ en fait, se trouve à proximité de la brasserie, voir si c'est possible à un lien direct, c'est-à-dire que certaines randonnées, par exemple, passent... Traverse la brasserie. Voilà, alors presque, non, elles passent à côté de la houblonnière, donc là où on cultive le houblon. Certaines autres passent, par exemple, à proximité de l'alpage où va travailler le brasseur en conditions estivales. Certaines visitent des refuges également où travaillent les brasseurs. C'est le cas, par exemple, pour le refuge qui est associé à la brasserie des Sources de la Vanoise. Donc voilà, les objectifs, ça va être des refuges, des sommets, des lacs, des cascades. On a vraiment essayé de varier les massifs. Donc on représente vraiment tous les massifs du sud de l'Isère, donc le Dévoluy, le Trièves, jusqu'au nord de la Haute-Savoie avec le Chablais, donc en passant dans notre région par Beldonne, la Chartreuse, le Vercors, l'Oisan, etc. Donc on visite vraiment tous les massifs. Et puis on a des dénivelés qui vont de 200 mètres pour les plus simples jusqu'à 1200 mètres pour celles qui s'adressent à un public un petit peu plus pratiquant de la randonnée. Donc voilà, l'idée c'est vraiment autant pour les familles que pour les randonneurs plus sportifs de mêler cet amour du terroir, parce que c'est vraiment, on parle de la bière, mais c'est vraiment l'amour du terroir au sens large avec celui de la randonnée. On voyait il y a quelques instants des images de la brasserie des Cuves de Sassenage, donc dans la
L'agglomération grenobloise, c'est quoi la randonnée qui est associée à cette brasserie? Pour la randonnée des cuves, on a mis la randonnée dont j'ai perdu. La Tour sans Venin. Voilà. Au-dessus de Sassenage. Voilà. Donc là, alors bien sûr, c'est un objectif qui est assez couru des Grenoblois. L'idée pour la Tour sans Venin, c'était de proposer un parcours qui part vraiment de Fontaine pour monter plus progressivement à travers les différents étages, pas garer la voiture au pied du lieu de destination, ce qui n'aurait aucun intérêt. Donc là, ça fait un cheminement d'environ 700 mètres de dénivelé. Ça fait une bonne journée de randonnée, mais c'est assez simple, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Rando bière dans les Alpes du Nord, édition du Chemin des Crêtes, ça se trouve un peu partout sur Grenoble. Oui, c'est un éditeur qui est très bien distribué, donc dans les librairies, s'ils l'ont pas en rayon, très facilement sur commande, et puis vraiment sur tous les distributeurs internet, si vous le souhaitez, c'est vraiment trouvable partout. Bon, si vous connaissez pas la marmotte masquée, par exemple, c'est le nom d'une bière de Chartreuse, donc pas très loin de chez nous. Je la connaissais pas personnellement, j'ai fait ça. Les brasseurs, on parle beaucoup des jeux de mots des coiffeurs, mais les brasseurs, ils aiment bien aussi, ils sont taquins. Ils sont taquins. Allez, il nous reste quelques minutes, on va les consacrer au temps additionnel. Alors, on fait un petit tour de table avec nos invités pour leur donner une carte blanche ou quelques idées de sortie ou de bons plans qui pourraient nous donner. Et je crois que Guillaume, comme vous êtes chaud là, vous allez garder la main et je crois que vous n'êtes pas allé chercher bien loin pour vos bons plans. Oui, c'est ça, moi des bons plans, j'en ai 40. Donc, pour en sélectionner deux, alors le premier pour les Grenoblois à proximité de la région, ça pourrait être par exemple le Pas de l'Aiguille dans le Vercors, qui est vraiment un objectif multiple, c'est-à-dire que ça peut être un objectif de randonnée pour les familles, parce qu'il faut compter 500-600 mètres de dénivelé, et ça permet déjà de voir des marmottes, des bouquetins, de mettre vraiment un pied dans le Vercors. Et de voir le Mont-Aiguille aussi. Et de voir le Mont-Aiguille, c'est vraiment un promontoire idéal sur le Mont-Aiguille. Et puis ça peut être aussi un objectif le début d'objectif plus aventureux pour ceux qui ont l'habitude de faire des randonnées plus longues sur ces magnifiques hauts plateaux du Vercors. Et puis le deuxième conseil de randonnée, c'est dans l'Oisans. Là, au départ de Saint-Christophe en Oisans, c'est de remonter le vallon de la Lavée, qui est un vallon vraiment magnifique. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux vallons de ce secteur de l'Oisan. Il y a d'ailleurs un refuge de la Lavée qui permet éventuellement de prolonger le plaisir dans ce secteur. Et puis là, vraiment, voilà, c'est la découverte de l'Oisan sauvage dans toute sa splendeur. Avec la bière La Mariole pour le vallon de la Lavée. Exactement. Le Pas de l'Aiguille, ça vous tente, Fabien ? Peut-être pas jusqu'en haut. Ouais. Mais la Lavée, en tout cas, je l'ai fait il y a 2 semaines. C'est vrai que c'est très très beau. Un petit bon plan ? Oui, alors moi j'ai emmené un CD, je reste dans la culture, parce que du coup c'est un groupe qui s'appelle Sage comme des sauvages, qui est vraiment, je trouve, magnifique, enfin cet album en tout cas, et puis il a bercé une bonne partie de mon premier confinement, qui était... Ça laisse des souvenirs. Voilà, donc du coup voilà, c'est un groupe belge qui mélange chansons françaises et maloya. Voilà, du coup c'est ça mon bon plan. Eh bien, très bien. Vous les ferez peut-être venir à Grenoble dans un prochain concert avec Mixart. On va terminer avec Milena. Un petit bon plan avant de prendre la guitare ? Un petit bon plan, moi, souvent, c'est les cafés où on peut chanter, du coup. Ah, il y en a quelques-uns. Ouais, moi, j'aime bien le Café Forte. C'est là où j'ai fait mes premières jams. J'ai rencontré vraiment des musiciens. Et le Café de la Table Ronde. Donc, voilà, c'est mes petits bons plans de musique, quoi. Très bien. Eh ben, on n'a pas les moyens de TF1. Prenez votre guitare, Milena. Donc, pas les moyens de TF1. On n'a pas non plus la scène et les éclairages de The Voice. Je ne suis pas Nikos, désolé. Pas Pascal Obispo. Mais voilà, pas Pascal Obispo ni Zazie. Mais on a très envie de vous écouter chanter comme ça en live à la bonne franquette sur ce plateau pour finir l'émission. Donc, c'est à vous. Ne me raconte pas ça, comme si tu n'étais pas là. Les mensonges, c'est bien flou. Les mensonges, ça en fout. Je le vois depuis des années. Tu ne l'as pas encore créé. Mais les mensonges, c'est bien flou. Les mensonges, ça rend fou. Tout ce vécu que nous pouvons raconter à tous les inconnus. Ce beau rendu, que c'est un peu trop faux comme si tu l'avais lu. Des histoires préécrites, des poèmes inventés un peu trop vite. Des histoires préécrites,
des poèmes inventés un peu trop vite. Je préfère voir les traits mal formés, les rayures, les images gommées. Mais les mensonges, c'est bien flou. Les mensonges, ça rend fou. Tout ce vécu que nous pouvons raconter à tous les inconnus. Ce beau rendu qui sonne un peu trop faux, comme si tu l'avais lu. Des histoires préécrites, des poèmes inventés un peu trop vite. Des histoires préécrites, des poèmes inventés un peu trop vite. Je te préfère dans le vrai. Je me laisse pas faire, je le verrai. Je te préfère dans le vrai. Je me laisse pas faire, je le verrai. Tout ce vécu que nous pouvons raconter à tous les inconnus. Ce beau rendu qui sonne un peu trop faux, comme si tu l'avais lu. Des histoires préécrites, des poèmes inventés un peu trop vite. Des histoires préécrites, des poèmes inventés un peu trop vite. Merci. Bonsoir. Bravo.